Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo, le rendez-vous quotidien 100% Imo de Radio J. Aujourd'hui, un sujet crucial pour le marché immobilier, l'encadrement des loyers. Ce dispositif, en vigueur dans plusieurs grandes villes, est censé protéger les locataires et garantir un marché équilibré. Pourtant, il est vivement critiqué par les propriétaires et les professionnels qui dénoncent ses limites et ses aspects négatifs sur l'offre locative. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités, nos trois invités pour parler de ce débat de la semaine. Corinne Joly, de ce débat du jour, pardon. Corinne Joly, présidente de PAP, qui connaît parfaitement les attentes des locataires et des propriétaires. Christophe Demerson, ex-président de l'UNPI. Et avec nous, maître Azilise Gauthier-Guégan, qui est associée au cabinet Étoile Avocat, compétente en matière de droit immobilier. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous. Christophe Demerson, bonjour à vous. Bonjour Marc. L'encadrement des loyers devait ralentir la hausse des loyers dans les zones tendues. Pourtant, les loyers continuent d'augmenter. Pourquoi est-ce que ce dispositif il semble si inefficace ? J'allais dire déjà que l'encadrement des loyers, le dispositif de l'encadrement des loyers, la première chose à rappeler, que c'est une expérience. C'est une expérience qui devait durer... Une expérimentation. Qui devait durer 5 ans, qui n'a jamais marché dans aucun pays dans le monde et qui a malheureusement été prolongée, j'allais dire une fois de plus, une mauvaise nouvelle, un mauvais signal pour l'immobilier. Et oui, c'est le temporaire qui dure, on en parlait hier. C'est le temporaire qui dure. Et c'est un bon exemple du perdant-perdant. Perdant pour les propriétaires, bien sûr, et perdant pour les locataires, puisque pour les propriétaires, j'allais dire que c'est un petit peu une machine à perdre, puisque même s'ils améliorent leurs biens, ce qu'on leur conseille, même s'ils continuent à faire des travaux, même s'ils croient dans leurs produits, ils ne sont pas récompensés. Alors que je veux dire, tout le monde connaît l'immobilier, vous allez dans un même secteur, c'est pas les mêmes choses si vous avez du vis-à-vis, si vous êtes au troisième, au nord, au sud, à l'ouest, si vous avez des ombres portées, etc. Donc, j'allais dire, tous les détails comptent et le propriétaire, donc, lui, il regarde un petit peu les trains passés, puis de l'autre côté, c'est une mauvaise aussi nouvelle pour les locataires, ça c'était aussi prévisible, puisque naturellement, quand vous avez plus de revenus, et que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, le propriétaire se décourage, il y a moins d'investisseurs, et il y a moins d'appartements à louer, il y a moins de fluidité, et donc, je veux dire, c'est un drame aujourd'hui, parce que les auditeurs qui nous écoutent aussi, tout de suite, ils le savent, je suis sûr qu'ils en ont tous dans leur famille, des jeunes qui galèrent à trouver un appartement, et ça, aujourd'hui, en 2025, c'est pas admissible. Corinne Joly, vous accompagnez chez PAP de nombreux locataires. En tout cas, vous les connaissez. Ce dispositif, est-ce qu'il répond vraiment à leurs attentes ou est-ce qu'il soulève des frustrations, notamment sur le manque finalement d'offres disponibles ? Justement, ce dispositif, évidemment que les locataires aimeraient bien avoir des loyers moins chers, mais en fait, ce dispositif traite le symptôme et il ne traite pas la racine. La racine, c'est le manque d'offres. Les logements seraient moins chers s'il y avait plus d'offres. Donc, la racine, c'est bien le manque d'offres et en face de ça, c'est le nombre de candidats qu'il y a. Pour rappel, sur une location à Paris, sur PAP, on a très facilement 400, 500 demandes sur le même logement. Ouais, c'est énorme. Donc après, vous pouvez bien rajouter par-dessus ça un dispositif d'encadrement des prix. Premièrement, il n'est pas très bien respecté, c'est très connu, c'est-à-dire que, grosso modo, les statistiques disent que 40% des logements sont présentés au-dessus des plafonds de loyer, donc ce n'est pas très respecté. Et les locataires, on voit bien qu'ils n'attaquent pas pour ça, parce que les locataires, ils sont déjà contents quand ils ont trouvé un logement. C'est quand même leur problème numéro 1. Donc, je ne dis pas que le prix n'est pas un problème, mais je pense que si on s'attaquait au problème de l'offre et de la demande, au problème du marché, en fait, et de ce déséquilibre entre l'offre et la demande, on ferait plus d'heureux des deux côtés. Maître Gauthier-Guégan, on va parler un peu des promoteurs, des nouvelles constructions. L'encadrement des loyers, est-ce que ça décourage, est-ce que ça peut décourager les investisseurs ? Quels impacts est-ce qu'on peut observer sur les nouveaux projets immobiliers ? Oui, bien sûr, ça peut décourager les promoteurs et puis les investisseurs au sens large.
De toute façon, dans toutes les zones où les loyers sont encadrés aujourd'hui, les promoteurs vont a priori les éviter s'ils le peuvent pour plutôt investir dans des zones moins tendues et où il n'y a pas d'encadrement des loyers, puisqu'évidemment, il y aura une meilleure rentabilité et une commercialisation plus aisée des biens construits. Christophe de Merson, les propriétaires, hein, donc on le sait, hein, ils dénoncent une accumulation de choses, de réglementations, de contraintes, encadrement des loyers, rénovation énergétique, fiscalité, on en parle avec vous depuis longtemps. Est-ce que ce dispositif d'encadrement des loyers est une goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou est-ce que c'est encore une goutte d'eau de plus ? J'allais dire, c'est une goutte d'eau de plus. Le vase, il y a un moment qui déborde, le marché est là pour parler. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le propriétaire, ça le met dans une insécurité juridique. Et l'insécurité, comme vous le savez, ça ne rime pas avec l'immobilier. J'allais dire malheureusement, puisque normalement, l'immobilier, c'est avoir un toit, être bien logé, avoir un bon locataire et un bon propriétaire, et que tout le monde soit content. Malheureusement, cette insécurité juridique, elle se traduit par la fuite des investisseurs dans le neuf et dans l'ancien, puisque, comme on l'a vu, quand vous n'avez pas la rentabilité, les gens désertent le marché. Et puis après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que derrière ça, c'est que faut regarder toutes les petites mesures sournoises qui ont été prises. Par exemple, à côté de ça, vous avez un DPE, on en a suffisamment parlé dans de nombreuses émissions, Marc. Le DPE, il est mal calibré. Oui, mais le DPE, il a aussi d'autres incidences qu'on oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'il bloque l'augmentation des loyers. Donc, c'est un dispositif plus un dispositif sur un dispositif. Mais de l'autre côté, les maires qui jouent à ce petit jeu-là, ils oublient pas d'augmenter et j'allais dire de faire exploser les taxes foncières qui sont sur le dos des propriétaires. Et puis alors maintenant que le marché s'est écroulé avec leur politique abracadabrantesque, ils disent on va traquer le logement vacant, les gens, les provinciaux, il faut plus qu'ils achètent à Paris, etc. J'allais dire malheureusement on marche sur la tête. Alors à côté de ça, il faut quand même se rassurer aussi, c'est qu'il y a quand même des associations propriétaires, il y a des gens qui luttent et qui combattent. Et regardez les décisions du tribunal administratif, du Conseil d'État, la Chambre du Grand Paris, des propriétaires du Grand Paris a par exemple attaqué. Il y a quand même des décisions aussi qui remettent un petit peu les élus sur terre. Mais j'allais dire, c'est un combat. Malheureusement, le droit de propriété, il est gravement attaqué, je dis bien gravement attaqué, et je ne sais pas ce qui se passera demain. Corinne Joly, le marché locatif est déjà très tendu dans de nombreuses villes. Est-ce que ce dispositif d'encadrement des loyers, il n'aggrave pas cette tension, selon vous, et dissuade certains propriétaires à mettre leurs biens en location ? On constate dans la plupart des grandes villes qu'il y a effectivement de plus en plus de sous-utilisation des biens. C'est-à-dire c'est des biens qui sont pas vraiment mis en location, peut-être un petit peu en touristique, mais sinon qui servent de pied-à-terre. Il y a aussi, on les loue de manière opportuniste à quelqu'un qu'on connaît, l'enfant d'un copain, un neveu, etc. Donc des biens qui finissent par être sous-utilisés parce que justement ça permet finalement de s'épargner toutes les contraintes qui pèsent actuellement sur les propriétaires. Et ces biens-là, sous-utilisés, pour autant, les propriétaires ne les vendent pas forcément. Donc, on arrive effectivement à un gâchis, en fait, alors qu'on est sur des biens qui sont en centre-ville. Et ça aggrave forcément la tension du marché. C'est d'ailleurs pour ça que la mairie de Paris, aujourd'hui... Christophe l'a rappelé, s'attaque au logement vacant parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup. On a parlé de 36% dans le Exactement, le 8e et ça, c'est arrondissement de un Paris. énorme problème puisque Paris perd de ses habitants. Paris perd de ses familles, notamment. Il y a de moins en moins d'élèves dans les écoles. Enfin, en plein Paris, en ce moment, tous les ans, il y a beaucoup de fermetures de classes. C'est un phénomène qui est quand même significatif. Donc, on voit bien que non seulement les loyers n'ont pas beaucoup baissé, mais que Paris se vide de ses habitants. Donc, manifestement, ces contraintes-là n'atteignent pas leurs objectifs. Azilise Gauthier-Guégan, au final, le problème, ce ne serait pas un manque structurel d'offres plutôt qu'une histoire de régulation des loyers ? Si, bien sûr que si. Il y a à la fois une attractivité du territoire qui est extrêmement forte et à la fois un manque de logements disponibles. L'encadrement des loyers n'a pas réellement résolu le problème et ce sont toujours les locataires qui ont la meilleure solvabilité qui sont choisis par les bailleurs et les autres ne trouvent absolument pas de logement. Donc maintenant, une fois qu'un locataire a passé l'étape de trouver son logement dans une zone encadrée, effectivement, comme le disait Corinne Joly, soit il est très content d'avoir trouvé son logement et
c'est la dernière chose à laquelle il pense d'attaquer son bailleur pour obtenir vraiment l'application d'un loyer encadré, soit il veut faire des recours et à ce moment-là, les délais qu'on lui donne dans la réglementation sont seulement de 3 mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation de sa contestation. Et en fait, ensuite, cette commission va le convoquer avec son bailleur et va proposer un avis pour dire, voilà, effectivement, il y a un trop versé de perçu, donc le bailleur doit rembourser telle somme, ou non, ou finalement, le complément de loyer, s'il y en a un, est parfaitement justifié, et donc dans ce cas, il n'y a pas lieu à remboursement de trop versé. Christophe Demerson, alors des organisations, enfin les associations d'aide aux propriétaires réclament, comme l'UNPI, réclament une évolution rigoureuse de ce dispositif. Selon vous, c'est quoi les indicateurs qui devraient être analysés principalement pour juger en fait le dispositif comme efficace? Pour être efficace, la première chose à faire, ça serait de supprimer l'encadrement des loyers et de revenir un petit peu vers le bon sens. Je rappellerai quand même que quand le prix du pain était encadré en France, rappelez-vous, et ça, c'est un exemple qui est parlant, quelle critique on n'entendait pas? Oui, mais il n'y aura plus de pain, les gens vont mourir de faim, le pain va valoir 3 fois le prix, il va y avoir des queues dans les boulangeries. Oui, en réalité, aujourd'hui, vous avez des baguettes à 50 centimes, vous avez peut-être même encore des baguettes moins chères dans certains grands supermarchés, vous avez des baguettes de qualité, vous avez des boulangers qui font des pains extraordinaires. En réalité, vous avez toute une palette de produits qui font que les gens sont satisfaits. Dans le logement, c'est pareil. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Alors, à côté de ça, il faut voir quand même qu'on a des réglementations qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont là. Donc, je veux dire, le locataire, il est quand même à peu près assuré d'avoir un logement confortable. Donc, si on remettait un petit peu de bon sens et qu'on redonne un petit peu de la confiance à tout le monde, je pense que cette méthode, cette manière grise aussi de voir un petit peu les choses, de loger le fils de l'ami de son beau-frère, c'est une pratique qui, bien sûr, qui tend à se généraliser. Mais aussi, et ça veut dire que, et je ne sais plus qui c'est, si c'est Corinne qui l'a dit, mais en attendant, les locataires les moins solvables, ils galèrent, et ça, c'est pas admissible non plus, mais j'allais dire, malheureusement, tout ce mécanisme, il était prévisible, parce que c'est un engrenage. Je veux dire, l'histoire, elle se répète, regardez la loi de 48, elle partait d'une bonne idée, elle partait d'une bonne initiative. On voulait quand même rassurer les gens, loger tout le monde. Oui, mais quand vous avez plus de rentabilité, quand tous les propriétaires sont, excusez-moi l'expression, mais sont emmerdés par le législateur, ils passent à autre chose. Et puis vous avez des biens qui sont déshérents, vous avez des biens qui s'échangent, vous avez des biens qui sont sous-loués. Encore qu'il faudra aussi regarder ce que c'est que la sous-location, parce que peut-être ils envisagent de la taxer. Mais donc aujourd'hui, j'allais dire, malheureusement, l'histoire, elle est écrite et il faut quand même remettre les pieds sur terre et mettre un petit peu de liberté, justement, au pays des Lumières. Corinne Joly, qu'est-ce que peut faire une plateforme comme PAP pour mieux accompagner les locataires et les propriétaires ? Sur l'encadrement des loyers, nous, on a déjà essayé de faire en sorte que ce soit très simple. Par exemple, chez nous, quand vous passez une annonce, on vous dit directement quel est le plafond de loyer qui vous concerne au moment de la saisie. Donc, vous n'avez pas à vous farcir les multiples sites qui donnent des plafonds qui sont plus ou moins réussis et qui sont faits par les différentes mairies. Je crois qu'on a le seul outil en France qui centralise tous les plafonds de loyer qu'on met à jour tous les ans en fonction des décrets. Donc on essaye vraiment de simplifier ça et de rendre ça lisible. Parce qu'en plus là, on parle du dispositif, mais on n'est pas rentré dans son contenu, mais il est quand même un peu gratiné. Il y a plein de questions qui se posent sur ce dispositif. Il y a des idées reçues. Par exemple, il y a des propriétaires, ils pensent que s'ils signent un bail mobilité, l'encadrement des loyers ne s'applique pas. C'est faux, le bail mobilité est concerné. Il y a d'autres baux, comme le bail civil ou les logements de fonction, qui, eux, en revanche, ne sont pas concernés. Donc, en ce moment, on voit un petit peu de propriétaires qui se disent tiens, je vais signer un bail civil. Sauf qu'en fait, c'est très risqué, parce que si, en vrai, le locataire, c'est sa résidence principale, c'est parfaitement... le bail civil, il risque d'être requalifié en bail classique, de location vide ou meublée, enfin en tout cas de résidence principale. Donc il y a plein de petites subtilités qui font que c'est assez compliqué, et nous, notre rôle, c'est d'essayer de rendre tout ça lisible, malgré la complexité du dispositif. Maître Gauthier-Guégan, une dernière question rapide. Une recommandation pour améliorer ce dispositif ?
Alors c'est vrai que la recommandation, je pense principale, ce serait de supprimer le complément de loyer puisque c'est vraiment la faille de cette réglementation et que, par exemple, pour les biens qui présentent des caractéristiques exceptionnelles, donc celles pour lesquelles on accorde aux bailleurs d'appliquer un complément de loyer, ils devraient demander l'autorisation de pratiquer de ce complément de loyer et cela renverserait en fait l'initiative. Ce serait plus aux locataires de contester un complément de loyer injustifié, mais au bailleur de justifier que son bien présente des caractéristiques exceptionnelles. Merci, Maître Gauthier-Guégan. On va vous retrouver dans quelques instants pour répondre aux questions des auditeurs. Merci à vous, Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr, d'avoir fait le détour dans les studios de Radio J aujourd'hui. Et merci à vous également, Christophe Demerson, à distance, d'avoir été avec nous, ancien président de l'UNPI. Tout de suite, c'est l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Et on part aujourd'hui à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis où une famille occupe illégalement depuis 1982 un pavillon qui est au cœur d'un conflit judiciaire avec le promoteur Nexity. Le terrain est destiné à accueillir prochainement, un jour, un programme immobilier de 103 logements, mais Nexity réclame l'expulsion des occupants, les qualifiant d'illégaux et exige au passage 2,5 millions d'euros de dédommagement pour le préjudice subi. La famille qui occupe le pavillon depuis plus de 40 ans invoque le principe de prescription acquisitive qui pourrait leur attribuer légalement la propriété du bien. L'affaire complexe sera examinée dans quelques jours par le tribunal de Bobigny. Une question d'occupation paisible ou d'expulsion imminente. Affaire à suivre. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo et c'est l'heure de retrouver Maître Azilise Gauthier-Guégan, associé du cabinet Étoile Avocat, pour répondre aux nombreuses questions des auditeurs de Radio J. Bonjour Azilise. Bonjour Azilise. Bonjour Marc. Alors, on va commencer avec une question, on va tout de suite droit au but, une question de Viviane, qui vit à Courbevoie et qui nous écrit « Mon voisin entreprend des travaux et il m'a informé qu'un commissaire de justice viendrait faire un constat chez moi. A-t-il réellement le droit de faire cela ?» C'est à vous de choisir si vous souhaitez ou non que le commissaire de justice entre ou non chez vous dresser son constat. Alors d'ailleurs, c'est quoi un commissaire de justice ? Oui, tout d'abord, c'est le nouveau nom que l'on donne à l'huissier. Donc c'est une réforme de 2022, très récente, qui a fusionné les professions de commissaire-priseur et d'huissier de justice. Et maintenant, on les appelle tous des commissaires de justice. Pourquoi ce voisin fait-il venir un commissaire de justice chez moi ? Alors, le voisin agit en réalité avec prudence, puisque ces travaux pourraient occasionner des désordres chez vous. D'accord. Surtout les travaux qui engendrent des vibrations répétées. Cela cause souvent des fissures dans les avoisinants. Mais au contraire, ces travaux pourraient n'occasionner aucun désordre. Et le constat permet en fait de faire un état des lieux avant travaux. Il pourra être comparé avec un état des lieux après travaux. Et si de nouvelles fissures sont constatées, cela démontre qu'elles sont causées par les travaux du voisin. Alors, comment il se déroule ce constat ? Alors en fait, ce constat il se déroule d'une manière très simple et relativement rapide. Le commissaire de justice, il vient chez vous. Il inspecte les lieux, il fait le tour de l'appartement ou de la maison et il prend des photos à tous les endroits où il y a des désordres. Donc des fissures, des petits problèmes, des marques, voilà. Et ainsi, vous ne pourrez pas dire que ces désordres, que ces petits problèmes sont, ou gros d'ailleurs, sont intervenus pendant les travaux, puisqu'ils préexistaient. Et cela protège aussi votre voisin des potentiels abus. Alors finalement, qu'est-ce qu'on conseille à notre auditrice Viviane ? Eh bien, Viviane, on vous conseille d'accepter l'intervention de ce commissaire de justice et aussi d'être présente lors de son constat et même d'en demander un exemplaire au commissaire de justice. Et ensuite, si vous subissez des désordres du fait des travaux de votre voisin, eh bien, cela vous permettra de rapporter la preuve qu'ils n'existaient pas auparavant et qu'ils sont apparus
consécutivement au chantier. Et quelle est la différence avec le référé préventif ? Alors le référé préventif, c'est à peu près le même principe, mais c'est un processus qui est renforcé puisqu'il s'agit en réalité d'une procédure judiciaire qui est le plus souvent intentée dans des projets un peu plus grands, de plus grande envergure, par des promoteurs immobiliers. Voilà, donc c'est quand même plus renforcé. Et comment ça se passe ? Donc comment ça se passe ? C'est que vous êtes assigné au tribunal en référé expertise. Et il ne s'agit pas à ce moment-là du tout de vous reprocher quoi que ce soit, mais simplement de désigner un expert par le tribunal, un expert qui est donc impartial. Et un expert ? Voilà, donc l'expert, en fait, c'est tout simplement un professionnel du bâtiment. Souvent, ça peut être un architecte ou un ingénieur d'un bureau d'études. Et en fait, il est inscrit sur une liste d'experts agréés. Donc, c'est aussi un professionnel qui a l'habitude de ce type de procédure. Alors, comment ça se passe concrètement ? Donc, concrètement, un peu comme tout à l'heure avec notre commissaire de justice, l'expert va faire à peu près la même chose. Il fait le tour des avoisinants. Donc là, ça peut être plusieurs maisons ou plusieurs appartements de l'immeuble. Et il le fait par contre 2 fois. Avant les travaux, il fait pareil des photos, mais aussi après les travaux. Et en fait, il suit un peu le chantier, l'avancement, les problèmes qui se créent au fur et à mesure des travaux. Et en plus de faire ces constats, il donne des préconisations parce que c'est un expert du bâtiment. Donc, il peut donner des conseils non seulement aux constructeurs, mais aussi aux voisins de faire attention à certaines choses. Et par exemple, les poussières de béton, c'est des matériaux qui sont très corrosifs. Donc, il va dire, par exemple, aux voisins de faire très attention à ce type de choses, qu'ils soient bien nettoyés par l'entreprise, par exemple. Vas-y Lise, on a reçu une autre question de Julia qui nous l'a envoyée par mail. Un nouvel immeuble va être érigé juste à côté de chez moi, je crois même en face. Et je crains de perdre ma qualité de vie, notamment de l'ensoleillement dont je profite sur mon balcon et dans mon jardin et la vue dégagée que j'ai depuis mon séjour. Qu'est-ce que je peux faire ? Oui, effectivement, c'est un problème que rencontrent les personnes qui sont, par exemple, dans une zone pavillonnaire. Ils ont leur maison et puis il y a un projet d'immeuble R+5 qui est bâti juste à côté de chez eux. Et à ce moment-là, effectivement, ils peuvent subir ce qu'on appelle un préjudice de perte d'ensoleillement ou un préjudice de perte de vue. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Azilise Gauthier-Guégan, associée au cabinet Étoile Avocat, d'avoir répondu à ces 2 questions d'auditeurs. D'ailleurs, on en profite pour remercier les auditeurs de Radio J de continuer à nous envoyer des questions à Radio J ou sur nos réseaux sociaux. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve avec grand plaisir demain dès 16h05 sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.